céder la parole à l'intervenante suivante, Silvia Mostaccio, bonjour, qui est professeure d'histoire moderne à l'UC Louvain, qui est spécialiste en histoire culturelle à l'articulation entre obéissance religieuse et exercice du pouvoir à l'époque moderne. Là aussi, comme Jean-Pascal, en particulier au sein de la Compagnie de Jésus, mais aussi des congrégations religieuses féminines. Depuis plusieurs années, son travail se concentre surtout sur des questions autour de la religion, le genre, la guerre et la violence, avec un projet intitulé « Vivre la violence en temps de guerre confessionnelle, genre et religion dans une armée catholique, l'armée des Flandres, 1568-1648 ». Son principal livre, en 2014, chez Ashgate, était « Early Modern Jesuits Between Obedience and Conscience » during the Generalate of Claudio Acquaviva, donc sur des problématiques très proches de ce qu'on vient de voir. Et puis, plusieurs travaux donc, récents, plus sur cette question, introduisant aussi les rapports de genre, notamment échelle de pouvoir, rapport de genre, femmes jésuites et modèle ignatien, un travail collectif aux presses universitaires de Louvain. Voilà, je lui cède la parole pour un exposé intitulé « L'indéterminé qui rassure, hermaphrodisme et dévotion au cœur de la dévotion baroque ». Sylvia, c'est à toi. Merci, merci. Donc, vous me confirmez que vous m'entendez assez bien parce que je n'ai pas envie d'avoir mes... Oui, ça va? OK. Si ce n'est plus le cas, vous le dites. Je n'ai pas envie de mettre mes écouteurs. Je vais tout à l'heure vous partager l'écran, mais pour commencer, je n'en ai pas besoin. Voilà. L'idée, c'était aujourd'hui de revenir sur quelque chose qu'Agnès a évoqué lors de son introduction ce matin, cette idée des corps qui ne sont pas assignés. Hein. C'est en effet quelque chose qui me parle beaucoup et qui me permet de partager avec vous cet après-midi des réflexions que je mène depuis quelque temps, justement dans le cadre de cette enquête en cours qui vient d'être évoquée et qui porte sur la place de certains corps dans les pratiques dévotes, des pratiques de dévotion, pas tellement la réflexion des savants, mais je dirais les pratiques qui traversent la société à partir des couches plus hégémoniques à celles qui le sont moins. Et donc, ce sera à la fois pour moi aujourd'hui l'occasion d'essayer de vous partager certains éléments d'un puzzle que j'essaye avec une certaine difficulté de mettre ensemble, de rassembler, et donc des faits oui, et en même temps essayer de pointer certains éléments de réflexion théorique qui m'aident et qui sont en lien avec, d'après moi, cette thématique qui nous accompagne aujourd'hui, qui est celle de l'indéterminé, qui passe par le corps, dans mon cas. Voilà. En 1981, Liliana Cavani adapte en film le roman de Curzio Malaparte, La pelle, la peau. Hein, un roman qui a été publié en 1949 et qui raconte de la ville de Naples quelques années plus tôt, en 1943, quand les Alliés arrivent en ville. On y montre les Alliés divertis et horrifiés face à une ville qui ne peut pas être lue avec l'innocence manichéenne qui est la leur. En particulier, Cavani met en scène, comme le fera plus tard Ozpetek il y a quelques années, une scène typique de la déroutante réalité napolitaine qui est celle de la figliata dei Femminelli. Hein. On y reverra, et c'est cette tradition, cette cérémonie plutôt d'accouchement de la part d'un Femminello qui accouche d'un enfant, donc d'un homme, mais qui se considère être une femme, mais qui pas pour cela se travestit en femme, n'en a pas besoin, et qui accouche dans un accouchement collectif d'un petit enfant en bois qui sera fêté par l'ensemble de la communauté, faite à la fois d'hommes et de femmes. Évidemment, face à cette situation, les Américains présents sont un peu partagés entre d'un côté ceux qui sont pris dans la folie du moment, ceux qui considèrent une pure folie du moment, et d'autres qui sont absolument dégoûtés
par ce qui n'est pas beau en effet à voir, mais qui est perçu comme absolument vital et nécessaire par la société napolitaine. L'indéterminé du corps, donc, c'est sur ça que je veux revenir. Et si j'ai évoqué le cas des Femminelli de Naples, c'est parce que de plus en plus, les fils que je suis en train de tisser à l'intérieur de l'Europe espagnole, et notamment des deux pôles des Flandres et du royaume de Naples, devient de plus en plus fort à fur et à mesure que j'avance, en suivant notamment des individus et des familles qui se déplacent avec une régularité. On parlait aujourd'hui des migrations. Eh bien, moi, de plus en plus, je suis frappée par la mobilité des femmes et des hommes de cette armée, de l'armée des Flandres, entre les différentes parties de l'Empire espagnol. Et donc, voilà, les pratiques de vote liminal sur lesquelles je reviendrai, comme celle des Femminelli, sont l'un des pièces de mon puzzle. À côté de ça, ceux qui ont l'occasion de m'entendre de temps à autre savent que je suis en train d'essayer de donner du sens à une dévotion labyrinthique vraiment qui est celle de Sainte Wilgefortis, une sainte crucifiée, barbue, hein, qu'on retrouve souvent dans les domaines espagnols à cette époque. Et plus en général, donc, j'essaie de réinterroger ces éléments un peu assez étranges, dérangeants, hein, avec des dévotions plus normales, entre guillemets, ou en tout cas normées, qui sont celles, notamment la dévotion à la Vierge Marie. Voilà. Et donc, ces trois pièces, hein, Wilgefortis, la Vierge Marie, les Femminelli dans le napolitain, sont quelque part les trois pièces de mon puzzle que j'essaye de mettre à leur place sous le signe de l'indétermination, et une indétermination qui passe par le sacré, par la place sociale de tout et chacun et par le corps. Alors, en 1632, le chanoine Augustin Wickmans publie en vers sa Brabantia Mariana Tripartita. En parlant du Brabant, autour de Louvain, il évoque le monastère de Sainte-Marie d'Affligem, réduit en ruine en 1572 par les hérétiques. C'est l'occasion pour rappeler aussi l'existence d'un petit oratoire à mi-chemin entre l'ancien monastère et la ville de Louvain, où les moines se sont réfugiés après la destruction de leur communauté. Un petit oratoire consacré à une Sancta Quidam Virginis, dont certains ignorent le nom, même si beaucoup de statues et d'hôtels lui sont dédiés, surtout à la campagne. Dans les 3 pages qui suivent, Wickmans traitera de cette Vierge martyre connue sous le nom de Wilgefortis und Kammer, Sint und Kammer. Et il précise Pingitur enim cruci ad fixa. Vous avez, attendez, ici, voilà la citation. Pingitur enim cruci ad fixa, lumbos funes succinta, prolixa barbata, et coronam capite gestans. Cincinnis utriumque dependentibus, qualiter implerique campestris Brabantiae ecclesiis conspicitur. Pourquoi évoquer cette Vierge barbue si longuement dans un atlas consacré à la Vierge Marie? Wickmans explique que c'est pour suivre l'exemple de Marie que Wilgefortis a consacré sa virginité à l'époux céleste. Mais les raisons évoquées paraissent assez légères. Pourquoi elle et non pas d'autres, hein? On sait qu'il y a toute une théorie de Vierge martyre beaucoup plus normale et rassurante que Wilgefortis. Wilgefortis n'est pas une martyre normale. Même en Espagne, où elle est connue sous le nom de Librada, et où elle a été privée de sa barbe, son attribut le plus dérangeant, elle est la seule femme ayant subi le martyre par crucifixion. Pourquoi dès lors la mettre en avant?
Une partie de réponse se trouve peut-être en filigrane dans le texte même. Vilgefortis est à la fois une sainte fort vénérée et une cible facile et compréhensible de la furie hérétique. Wykmans évoque plusieurs exemples de dévotion au Brabant, mais aussi dans la région de Breda et au nord-est de Bois-le-Duc. Il rappelle notamment des confréries et des pèlerinages fréquents ante nupera Niconomachia, avant la nouvelle guerre contre les images. Cette sainte faisait donc partie du panorama des Flandres et plus en général des Pays-Bas, avant que son histoire invraisemblable et son culte lié essentiellement à des images en milieu rural soient questionnés par la violence pédagogique protestante. Ce que nous retiendrons pour l'instant est son statut de, pour ainsi dire, Altera Maria. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette image en particulier. Il y en a beaucoup de Vilgefortis, mais j'ai choisi cette image parce que voilà, c'est assez, ça rassemble assez fort, c'est un écho, je dirais, avec les Vierges habillées que beaucoup de gens ici connaissent beaucoup mieux que moi. Et donc, voilà, il y a toute une tradition, je dirais, à la fois de texte et d'image que crée cette relation très stricte entre Vilgefortis et Marie. Et là, je passe au deuxième cas. Le 2 février de 1637, le jésuite Henri Jamblin, aumônier militaire auprès de l'armée de Flandre, est presque effrayé par la violence et l'indécence dont il a été témoin dans la chapelle où il officiait le jour de la fête de la purification de la Vierge. Après 4 mois auprès des militaires, dans son journal de mission, il consacre beaucoup d'espace à cette première chandeleur. Les militaires se sont présentés avec les cierges à bénir et ils ont rempli l'église avec les femmes du campement. Tout semblait bien se passer, beaucoup se sont confessés, jusqu'au moment où l'aumônier et ses compagnons reconnaissent avoir perdu la maîtrise de la situation. La promiscuité sexuelle, les lumières des cierges dans la nuit, les cris, les bruits de toutes sortes ont amené à une situation de indecenza et insolenza. Jamblin semble réaliser la distance profonde qui le sépare des hommes et des femmes de sa mission. La célébration en cours n'est plus celle qu'il connaît, mais elle semble parler à tout le monde. Pas étonnant. Dans le calendrier liturgique, la fête de la purification de la Vierge est aussi la fête de la présentation de Jésus au temple, où il sera reconnu par un homme et par une femme, Anne et Siméon. Purification et manifestation du sacré se rejoignent ainsi 40 jours après Noël, avec une double célébration du masculin et du féminin, qui n'est pas seulement, même si aussi, une inversion carnévalesque. Né à Namur, Jamblin pouvait difficilement être au courant de ce que la fête de la Chandeleur signifiait pour les sujets du roi d'Espagne qui vivait dans le royaume de Naples. Et c'est là, même si quelques années plus tard, dans son Atlas Marianus, son compagnon Wilhelm Gutenberg consacrera un chapitre à l'image miraculeuse de Notre-Dame de Montevergine à Benevento. C'est l'histoire d'une Madonna dimezzata, aurait dit Italo Calvino. En effet, la moitié supérieure de celle-ci avait été réalisée et vénérée à Constantinople, vous la voyez ici, avant de rejoindre Montevergine au XIIIe siècle. Abbaye importante dans la région, grâce à l'image miraculeuse, Montevergine deviendra la destination de pèlerinage très connue. Vous voyez ici quelques images, quelques photos du début du XXe siècle avec des pèlerins qui arrivent à Montevergine et ici, par contre, c'est la descente après le pèlerinage du mois de mai, sur lequel on pourrait dire plein de choses, mais voilà. En réalité, il s'agit d'un double pèlerinage. Celui que je vous montre là dans la photo du mois de mai, évoqué aussi dans l'Atlas Marianus, et un autre, aussi très connu, mais assez rarement rappelé par la littérature de dévotion, et aussi, et ça c'est plus étonnant,
dans les études d'histoire religieuse. C'est l'Aiuta dei Femminelli, c'est-à-dire le pèlerinage des Femminelli qui se fait justement à la Chandeleur le 2 février. Cette réalité des Femminelli sur laquelle je reviendrai vers la fin de cette communication était déjà bien connue à Naples à l'époque des faits que je suis en train de traiter. Giambattista della Porta parle des Femminelli dans De Humana Physiognomonia en 1586, publié pour la première fois en 1586 en latin et traduit de façon anonyme une vingtaine d'années plus tard. Ici, par ailleurs, non, de l'autre côté, ici, vous voyez le portrait d'un Femminello qui se présente donc comme, dans ce cas, comme un homme du peuple, hein, et on le voit, il est aussi malade, cette maladie typique de Gozzo, ça je ne sais pas vous dire en français, mais voilà, qui est typique des personnes plus, voilà, qui ne mangent pas assez de vitamines et qui était assez répandue à l'Italie à cette époque. Ici, il se dit déjà des choses, il est dans ce cas habillé en femme, même si très souvent les Femminelli ne sont pas habillés en femme, mais il se considère des femmes et on voit qu'on est en train de lui donner un collier de corail parce que le Femminello est une figure très importante dans la culture napolitaine qui amène le bonheur dans l'immédiat, mais aussi le bon sort. Voilà. D'un côté, donc, nous avons une sainte martyre, Vilgefortis Seu Liberata, une sainte mythique qui puise sa force symbolique et son efficacité dévotionnelle dans sa réalité hermaphrodite. Sa barbe et la croix, instrument de son martyre, permettent une identification christique essentielle qui n'étonne qu'à moitié pour une figure originaire des Flandres entre XIVe et XVe siècle. Terre de Béguine où l'imitatio Christi, par des parcours souvent à la limite de l'orthodoxie, avait été le quotidien de communautés entières. Et on y reviendra. De l'autre côté, nous retrouvons Notre-Dame de la Miséricorde, célébrée lors de la fête de la purification de la Vierge le 2 février. Dans l'Europe espagnole de la première modernité, elle semble devenir un contrepoids indispensable et efficace à la Vierge guerrière, Turris Eburnea, d'une catholicité habsbourgeoise triomphante et intolérante. Dans les célébrations auprès des militaires en campagne et de leur entourage, et encore plus dans le royaume de Naples, où maintes des soldats de l'armée des Flandres se retrouvent à passer du moins une partie de leur carrière, le 2 février, Notre-Dame di Montevergine, Mamma Schiavona, comme on l'appelle, accueille toute transgression de l'ordre sexuel binaire. Et c'est là jusqu'à ratifier l'existence et le lien avec le sacré d'un troisième genre, les Femminelli napolitains. Dans les deux cas, l'enjeu est celui du sexuellement défini dans sa relation à et dans sa manifestation du sacré. En 1912, Émile Durkheim publiait Les formes élémentaires de la vie religieuse. La question de la réalité de la religion subissait alors un recadrage fondamental, en passant du plan métaphysique à la société dans son immanence. Aux yeux du père de la sociologie, la religion était une réalité existentielle et profondément collective. Voilà la base de sa réalité. La religion pouvait révéler une société à travers, citation très connue, un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées. En étudiant les rituels, Durkheim mettait en avant des expériences religieuses partagées. Celles-ci avaient, d'après lui, une double portée conservatrice et créatrice de nouveautés. Cette ambiguïté, cette tension entre conservation et innovation devenait particulièrement évidente dans les moments de crise et de mal-être social, comme par exemple les guerres. Dans ces situations, certains besoins, certaines peurs et certaines représentations finissaient par s'imposer en dépassant les individus et en devenant une réalité sociale partagée.
Mais l'analyse des situations de peur et d'angoisse collective permettait à Durkheim de pointer une autre ambiguïté fondamentale, au cœur même de la notion du sacré et donc de toute expérience religieuse collective. La présence simultanée du pur et de l'impur. Avec du pur, on fait de l'impur et réciproquement, il disait. Toute société passe à travers les crises et se transforme à l'articulation d'un double système d'ambiguïté qu'elle construit autour du sacré. Conservation-changement, pur et impur se côtoient. C'est à ce moment que, presque sans s'en rendre compte, elle ouvre des espaces d'expression et des marges d'action aussi à ses composantes non hégémoniques, dont font partie les marginaux et les femmes. Un siècle après Durkheim, grâce à l'histoire des femmes, du genre et plus récemment aux études postcoloniales et aux subaltern studies, notre conscience du rôle joué par des acteurs et des actrices non hégémoniques a grandi. Et c'est là, tout particulièrement dans les moments de mal-être social ou d'effervescence collective. Dans ces contextes, le fait de mobiliser la notion du sacré impose d'en interroger la portée en relation avec le divin et l'espace physique et symbolique de l'interdit. Et cette relation intéresse l'historien en tant que miroir et produit de dynamique collective, c'est-à-dire produite par des groupes hégémoniques et ou subalternes. En particulier, où se situe la frontière entre le licite et l'illicite dans un contexte donné? Comment et quand les subalternes s'approprient ou dépassent la frontière de l'interdit? Les cas évoqués plus haut par les cas évoqués plus haut, je voudrais donner quelques exemples montrant comment, en temps de guerre et d'anomie, cette frontière entre humain et divin, entre licite et illicite, entre pur et impur, se joua dans le corps des femmes et encore plus dans les corps d'un troisième genre, rassemblant le masculin et le féminin, un genre qui n'était pas isolé, écarté, mais plutôt dans qui tout le monde pouvait se reconnaître. Et cela que ce soit au niveau des dévotions, comme c'est le cas d'une sainte inventée, Wilgefortis, ou de personnages qui ont véritablement, je dirais, calqué les scènes de certaines villes, du moins de certains espaces, comme les féminines. Qu'il s'agisse de légendes, dans le sens étymologique du mot à lire, telles que celles liées à Wilgefortis, ou du décor d'hommes animés par un esprit de femme, les féminili napolitains, les corps narrés et performés deviennent figura du vécu et de la résilience possible de générations d'Européennes qui s'identifièrent à eux et à leur victoire sur l'humiliation et la violence. L'hermaphrodite permet en effet des identifications multiples. Mais avant de revenir au cas de célébration de l'indéterminé genré évoqué plus haut, il faut que j'explicite un dernier jalon théorique permettant non seulement d'interroger la censure entre Moyen-Âge et première modernité, mais surtout de mesurer la portée sacrale du corps dans sa performativité. Élément essentiel pour les élites mystiques de tout temps, le corps est pour tout le monde, et surtout pour ceux et celles qui n'ont pas d'accès à la parole facile, l'espace où se vit le sacré, individuellement et collectivement. Dans les années 1980, Caroline Walker Bynum se penchait sur un concept théologique élaboré par des hommes et par des femmes issus de milieux monastiques et des béguines entre XIIe et XIIIe siècle. Jesus as Mother. Avec une rigueur et une finesse qui ont fait de ses études des classiques de l'histoire du fait religieux chrétien, Walker Bynum proposait une enquête genrée sur un savoir théologique qui s'enracinait dans l'expérience des corps, et notamment du corps féminin. La puissante créativité de pensée de la première génération de théologiennes ayant laissé des écrits dialoguait ainsi avec la créativité des corps de centaines de mystiques et de femmes dévotes,
pour qui leur corps était devenu l'espace d'union avec celui du Christ. Si cela avait été possible, argumentait Walker Bynum, c'était parce que les femmes avaient su s'approprier des cadres théologiques et anthropologiques masculins et patriarcaux de la période tardo-médiévale et qui resteront, il me semble, à la base aussi de la théologie moderne à ce moment. Dans ce système, la physicalité était féminine, alors que le masculin avait affaire avant tout avec l'anima et le spirituel. Hildegard von Bingen, Mechthild von Akenborn furent capables de ne pas se laisser emprisonner par les limites du corps parce qu'elles en refusèrent l'interprétation dichotomique corps versus anima. Pour elles, au contraire, la physicité qu'on associait aux femmes et au féminin devenait le lieu privilégié pour la rencontre avec le logos fait chair. Dans cette perspective, même la Vierge Marie devait être considérée comme celle qui, ayant engendré sans l'aide d'un homme, était la seule origine de l'humanité du logos. On théorisait ainsi un espace théologique au féminin, complémentaire aux espaces masculins. Désormais, masculin et féminin, anima et corps, étaient considérés comme tous les deux indispensables pour apprivoiser l'être humain, mais surtout Dieu. L'une des conséquences majeures de cette approche fut que pour des générations de femmes et d'hommes, toute véritable imitatio Christi devait passer aussi par le corps. C'était notamment en mangeant le corps du Christ qu'on s'unissait à lui, un Christ sacrifié, le Christ crucifié. La croix devenait ainsi l'espace physique par excellence, espace du mourir, du manger, de l'orgasme mystique, de la résurrection. Ce renvoi à la résurrection me permet de revenir au cas de Vilgefortis, à la fois homme et femme, mieux femme christifiée, qui, du haut de la croix, regarde le monde les yeux grands ouverts selon le modèle iconographique du Christus Triumphans. Les Acta Sanctorum lui consacrent 20 pages in folio, vraiment beaucoup quand on réalise qu'aucune vie proprement dite est proposée. Seulement quelques sources liturgiques depuis la période tardo-médiévale racontent de son martyre et l'auteur des actes le précise d'emblée. Parler de Vilgefortis signifie rentrer dans un vastum labyrinthum qui, comme le titre le précise, conduit in varis Europae partibus. Tout est confus, compliqué, ambivalent, et comme dans un labyrinthe, on risque de se perdre pour suivre les nombreux chemins d'un culte à la fois omniprésent et insaisissable. Après un long périple par lequel il aura touché plusieurs régions d'Europe, notamment les Pays-Bas, mais aussi l'Espagne, l'Angleterre, la France du Nord, la Bohême et les terres allemandes, l'auteur revient sur toutes les questions qui restent ouvertes par rapport au cas de Vilgefortis. Il y en a plusieurs, j'en évoque juste quelques-unes. Par exemple, l'origine de Vilgefortis. On n'arrive même pas à se dire si elle était fille du roi de Portugal ou de Sicile. Elle est partout et nulle part. Ces noms, Vilgefortis, Virgofortis, Liberata, Ontkammer, et ainsi de suite. Le nom qui dit, le nom qui définit. Et il y en a plein. Et on n'arrive pas à choisir le bon. Même pas le jour de sa fête. Il y en a toute une liste. Ces caractéristiques physiques aussi posent problème. Elles suscitent la rage, mais aussi le risum, de la part des protestants. La barbe et aussi sa grossesse. Souvent, elle est représentée comme une femme barbue et enceinte. Elle fait sentir mal à l'aise aussi une bonne partie des catholiques érudits. Sa superposition avec la figure du Volto Santo, donc, qui serait à la base en effet de la dévotion à Vilgefortis, le Volto Santo de Lucca,
Et donc, la création d'un androgyne qui imite le Christ jusqu'à se transformer en lui est bien évoquée dans les actes, sans pour autant être résolutive pour décider d'éliminer Vilgefortis des catalogues des saints à invoquer. Pourquoi ne pas la mettre de côté? Pourquoi défendre sa place dans les Acta Sanctorum et dans le martyrologe romain en tant que culte ab immemorabili? Et la réponse qui est donnée dans les actes nous renvoie aux croyances collectives. C'est la foi des gens, c'est la détermination des fidèles qui altère son nom, dont tous les différents noms avec qui on la connaît, mais qui ne la lâche pas, hein, qui continue à l'invoquer et à prétendre d'être en lien avec elle. Aux experts du sacré ne reste donc que trouver des moyens pour faire rentrer dans l'ordre ce qui leur échappe. Et comme exemple de ces tentatives, je reprends ici le cas de Pedro Bivero, donc d'un autre jésuite actif à la cour de Bruxelles et fort engagé dans l'activité auprès de certains monastères féminins de la ville de Bruxelles. En 1636, Bivero publie son Sacrum Sanctuarium Crucis. La troisième partie s'ouvre sur le cas de la Vierge Marie. Celle-ci avait su s'identifier de la façon la plus parfaite, affirme Bivero, aux souffrances de son fils, comme patiens et comme moriens avec lui. Ce cas était suivi chez Bivero par d'autres de femmes martyres des premiers siècles du christianisme. Plusieurs mères mortes avec leurs enfants, des épouses et surtout maintes de cas de vierges martyres, modèle pour les religieuses des siècles à venir. D'ailleurs, le lien entre la vie religieuse féminine et le martyre était l'un des refrains de cette époque. Parmi les vierges dont on racontait les prouesses, on retrouve Sainte Vilgefortis. Voilà. En général, comme on l'a dit, les noms et les récits qui lui sont consacrés varient selon les contextes et Bivero en reprend une bonne partie. Les éléments récurrents parlent de la fille du roi du Portugal qui ne veut pas se plier au mariage que le roi, son père, voudrait lui imposer avec un puissant allié pour éloigner la guerre. Vilgefortis prie Dieu de la rendre moche pour dégoûter son prétendant. Pendant la nuit, une barbe miraculeuse, variante géographique de la lèpre d'autres légendes, recouvre son visage en sortant l'effet désiré. Le père furieux, face à une fille se soustrayant au marché matrimonial, la fera crucifier par ses soldats. Dans son long commentaire, Bivero met en avant l'amour de la chasteté de Vilgefortis, qui l'amène à mépriser sa beauté. Rapidement, toutefois, le discours devient plus intéressant. Dans son identification au Christ, Crucifixus et simul deformatum, la jeune femme devient elle-même alter Christus au féminin. Tota barbata comparuit, et in Christum deformatum, totam se ipsam transtulit et transformavit. Bivero n'en doute pas. Qui Vilgefortim videt, corde et animo Virginem Mariam videt. Imo et Christum ipsum, qui in utraque erat, in utraque latebat. La barbe qui déforme est pour Bivero une conséquence de la privation sexuelle. Ça avait été le cas pour d'autres martyrs des premiers siècles tels que Galla, jeune veuve romaine. Le manque d'un plexus viriles avait provoqué un excès de chaleur, se traduisant dans la barbe. Bivero donne une signification spirituelle au changement physique et à la privation sexuelle. C'est justement cette déformité qui permet, d'après lui, l'identification christique. Pour Vilgefortis, cette identification est le résultat de la force dont elle a fait preuve, la force virile d'une Virgo devenue Virago, c'est-à-dire femme animée par la puissance masculine. Cette expérience, d'après Bivero, ne peut qu'être vécue dans la vie religieuse. Et en effet, le paragraphe central de son commentaire s'intitule
crux vilgefortis virginis, crux status virginitatis. Par ces passages logiques, Biver propose donc le seul modèle d'identification au Christ accessible d'après lui pour les femmes de son temps. Figura Christi, Vilge Fortis et aussi Figura Religiose et Figura Virginis. Par cette interprétation rassurante, on ne sort pas donc du cercle magique de l'anéantissement féminin. Mais l'interprétation du jésuite n'est pas la seule à circuler. Comme sera souligné quelques décennies plus tard dans les Acta Sanctorum qu'on a évoqués tout à l'heure, les gens, hommes et femmes, continuent à s'adresser à Vilge Fortis parce qu'elle était beaucoup de choses à la fois. Et cela, comme on l'a vu, à partir de son nom. Dans toutes les variantes régionales, l'idée est à la fois, l'idée implicite dans son nom, et à la fois celle de la force et de la libération. Elle s'appelle aussi Sainte Débarras dans certains cas. Dans la plupart des cas, on représente une femme aux longs cheveux, richement habillée, belle et avec ses yeux bien ouverts sur le monde et sur les fidèles s'adressant à elle. Ici, vous envoyez une copie dans une nef latérale, c'est celle-ci. La barbe s'intègre dans cette image et témoigne de la capacité à se protéger en survivant à la violence. Dans les années 30 du siècle passé, plusieurs intellectuels et chercheurs se sont intéressés à Vilge Fortis. Même si la plupart des statues la représentant avaient été cachées ou modifiées, ils ont pu reconstruire des réseaux de dévotion importants, souvent recouvrant des zones de guerre. De Westminster à Londres à la cathédrale de Sainte-Gudule à Bruxelles, en passant par la magnifique église de Saint-Étienne à Beauvais, que vous voyez ici, entre 15e et 17e siècle, les nefs latérales ont souvent abrité des grandes statues de Vilge Fortis crucifiées. Il était prié par les femmes victimes de violences intra- et extra-conjugales. Vilge Fortis pouvait causer la mort du mari violent ou du père abuseur. Souvent représentée enceinte, elle raconte d'une résilience possible. Ce n'est pas un Christ souffrant, mais plutôt triomphant sur la violence de la mort. Elle porte le fruit de la violence, la grossesse, mais elle n'est pas écrasée. Mais Vilge Fortis n'est pas seulement priée par les femmes. Du XVIe jusqu'au début du XXe siècle, elle fait l'objet d'une dévotion spécifique de la part des soldats. Dévotion bien témoignée pour la Bavière, les Pays-Bas méridionaux, le Tyrol et la France septentrionale. L'historienne de l'art Ilse Friesen a pu reconstruire de façon convaincante une longue tradition de pèlerinage à la chapelle de Burghausen en Bavière, tradition témoignée depuis le début du XVIIe siècle et jusqu'en 1945. Il est particulièrement intéressant que les inscriptions pieuses qui datent de la fin du XVIe et du XVIIe siècle nous parlent d'une double dévotion. La même image était en effet considérée par les uns comme celle du Christ crucifié et par les autres celle de Vilge Fortis. Chacun pouvait y voir ce qu'il sentait. Mieux, chacun pouvait y retrouver son vécu. Souvent, on remerciait Vilge Fortis pour avoir survécu à la bataille ou à l'emprisonnement. Mais on la priait aussi pour ne pas devenir des violeurs en temps de guerre. Et on a des fragments de ballades qu'on chantait encore dans les tranchées le long de l'Isère à ce propos. En outre, sa barbe permet, il me semble, d'envisager autrement le poids, la portée sociale et symbolique de cette sainte. Je fais ici référence aux recherches en cours de Carlo Aviglio, historien de l'art spécialisé dans les représentations des marginaux de José de Ribera, grand peintre espagnol vécu à Naples dans la première partie du XVIIe siècle. D'après Aviglio, les images telles
que sa plus fameuse femme barbue que vous voyez ici et qu'elle est venue nous présenter une fois dans un cadre du séminaire du GMK, doivent être lues au croisement de plusieurs perspectives. Il ne s'agit pas seulement du jeu baroque, du merveilleux et de toute une série de nouvelles informations médicales sur lesquelles j'aurais pu être une façon de traiter cette thématique aujourd'hui. Il s'agit aussi d'un véritable discours de remise en cause de l'ordre naturel et social. Par la représentation épique de Maddalena Ventura et de son mari, Ribera questionne la famille idéale représentée, voilà, que vous voyez ici, représentée par la Sainte Famille. La douleur, la perte d'enfants qu'on n'a pas pu nourrir provoque des changements même physiques. Et ce que le grand peintre met en scène de façon provocatrice, les gens de guerre l'expérimentaient de façon moins consciente par leur dévotion à une sainte inexistante. Depuis l'époque espagnole et jusqu'à un passé très récent, la Naples des quartiers espagnols, justement, née comme quartier pour loger l'armée du roi d'Espagne, reste un endroit unique où la remise en cause de l'ordre social et sexuel de Villefortis prend chair dans la figure du Femminillo. Et donc, pour terminer, je voulais juste revenir sur quelques aspects de cette figure que je suis en train d'essayer d'étudier, non tellement dans sa réalité actuelle, mais plutôt évidemment pour la période qui est celle de mes études. Donc les études sur Femminelli sont assez importantes jusqu'ici, mais essentiellement menées sur un terrain qui est plutôt celui de la sociologie. Et c'est assez intéressant de voir que ceux qui ont travaillé sur le terrain avec des Femminelli, comme par exemple Marza Mauriello de l'Université Federico II de Naples, ont été capables de pointer certains aspects qui me semblent fort intéressants en lien avec notre thématique d'aujourd'hui et aussi pour une compréhension des dossiers que je suis en train de traiter. Et ça me frappe et je fais à ce niveau un lien avec ce qui a été dit ce matin par rapport à cet anachronisme qui n'en est pas un du moment où on essaye d'inclure je ne sais pas s'il parlait de groupes ou de réalités historiques et des acteurs et actrices du passé qui ne peuvent pas être étudiés et intégrés de façon linéaire et classique, pour ainsi dire. Quand Mauriello essaye de présenter, de synthétiser ses études avec les Femminelli napolitains, elle met en avant des aspects différents, dont par exemple le refus des Femminelli de toucher à leur corps. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, elle dit, et d'autres chercheurs sont d'accord avec elle, aujourd'hui, quand la chirurgie permet de mettre son corps en adéquation à son ressenti, les Femminelli se considèrent en péril pour la première fois. À plusieurs lui ont expliqué, donc des personnes déjà d'un certain âge, qu'un Femminello refuse de toucher à son corps. Ils n'en ont pas besoin parce que pour eux, le fait, je disais, l'orgueil, je dirais, est vraiment d'être tout à fait une femme en vivant avec un corps et des organes sexuels qui sont celles d'un homme. Ils ne s'habillent même pas, normalement, au-delà de ce que je vous ai montré, sauf dans certaines occasions, donc en femme. Ils disent que de temps à autre, ils jouent sur les couleurs de leurs habits ou sur des accessoires, mais ils ne changent pas complètement la façon de s'habiller. Si à Naples, on les appelle Femminelli au masculin, entre elles s'appellent Femminelle, par contre, au féminin, en disant que ce serait impossible de parler d'elles-mêmes en mobilisant le masculin, mais parce qu'elles se considèrent des femmes.
Et ce groupe a une vie importante jusqu'il y a une vingtaine d'années, hein, et de façon, voilà, sans solution de continuité depuis l'époque espagnole, avait un rôle à jouer très important à la fois dans la socialité et dans l'économie des vicoli de Naples, des quartiers les plus populaires de Rome, dont les quartiers espagnols. On dit d'elle, dit Marzia Mauriello, elle incarne la diversité avec liberté, courage et un excès de performativité. En effet, le femminile, la femminella, dans les vicoli de Naples, joue un rôle essentiel, je disais, au niveau de l'économie locale, c'est-à-dire qu'elle a des travaux qui lui sont attribués. Oui, ça arrive qu'elle se prostitue, mais ce n'est pas son travail habituel. D'habitude, elle fait de la couture, elle prend soin des personnes âgées ou des enfants. Donc, c'est une aide pour les femmes, souvent. Elle est mobilisée dans toute une série de moments, de rites de passage de la société dans son ensemble. Par exemple, on invite régulièrement, encore aujourd'hui, les femminili à participer au mariage et au baptême parce qu'elles portent bonheur, comme on le disait au début en regardant l'image, le portrait que je vous ai montré, et aussi parce que il a eu l'habitude, il a développé la capacité de théâtraliser son rôle et de dissacrer tout ce qui est en train de se faire. Elle fait rire. Hein? Donc, cette idée du rire que les Acta Sanctorum mettent en avant par rapport à l'indéfendabilité de Villefort, on la retrouve à tout moment du côté des femminili. Donc, le femminello est appelé à participer, invité à participer à la vie des communautés du sous-prolétariat, on pourrait dire, napolitain. Et en même temps, elle développe, la communauté même des femminelli développe toute une série de cérémonies propres à la communauté même. Et de ces cérémonies font partie le mariage entre femminelli, la filiata, que j'ai évoqué au début, donc l'accouchement, qui souvent arrive 9 mois après le mariage, et aussi le pèlerinage à Mamma Schiavona, le 2 février, le jour de la Chandeleur, qui est désormais devenu en partie autre chose, c'est-à-dire que désormais c'est un pèlerinage de la communauté LGBTQ, mais qui était jusqu'il y a une vingtaine d'années, et depuis des siècles, le moment de pèlerinage de la communauté, cette communauté autre qui était celle des féminines. Bon, je m'arrête là et merci. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation fascinante à maints égards. Je laisse la parole à la salle virtuelle. Oui, bonjour et merci beaucoup, Sylvia, pour cette communication. Elle était très, très riche, très intéressante à plusieurs aspects. Moi, je voulais te demander, je peux te tutoyer? Parce qu'en fait, je trouve qu'à plusieurs reprises, tu as insisté sur le fait que ce serait une situation, une représentation dérangeante ou rassurante, avec une idée, disons, de cette dualité et tout ce qui sort de la dualité, comme Mary Douglas, par exemple, non, le montre très bien, serait donc dérangeante et aurait besoin de rassurer. Et c'est vrai que dans les sources, disons, normatives ou les sources, disons, voilà, les Acta Sanctorum que tu as montré, les jésuites, je ne me rappelle plus de son nom, c'est ce cas-là, mais est-ce qu'on a des preuves, excuse-moi, du bas peuple, enfin des couches les plus populaires qui avaient cette dévotion et qui montreraient donc que ce serait une représentation, une image vraiment dérangeante? Ou est-ce que
l'image de dévotion et la sacralité de cette image pourrait abolir le caractère dérangeant. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, oui, je crois que oui. Tu me diras après si j'ai compris. Ça dépend dérangeant pour qui, justement, en effet, tu vois. Si tu veux, mon point de départ, c'est vraiment... d'un côté, c'est le regard posé par les aumôniers militaires, qui sont ceux que j'étudie, et notamment ce journal de mission. Hein. Donc, de quelqu'un qui a l'idée de ce qui devrait être et qui se retrouve à gérer les dévotions et à se confronter avec le vécu dévotionnel d'hommes et de femmes avec qui il partage le quotidien, parce que c'est ça qui arrive quand on part en campagne militaire avec. Et donc, ce qui me frappe justement, c'est que, évidemment, c'est le regard par rapport à ce qu'on disait ce matin, je reste quelque part avec le regard, à partir du regard de groupes hégémoniques du sacré, parce que ce sont des aumôniers, ce sont des jésuites, donc voilà. Ils ont un regard, mais on a leur réaction. J'ai quelque part, par exemple, dans le cas de cette fête de la Chandeleur, j'ai sa réaction, une réaction voilà, qui est effrayée, ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est effrayé par ce qui est en train de se passer sous ses yeux, qui ne se retrouve pas. C'est pour lui que c'est dérangeant. Et donc, c'est pour ça, si tu veux, que j'ai, voilà, en réalité, j'ai dû couper plein de choses. Quand je dis que c'est dérangeant, c'est aussi parce que, par exemple, il y a j'ai pu reconstruire un peu les différents modèles de femmes crucifiées pour cette époque, et j'en ai pas parlé ici parce que voilà, c'était pas possible. Et évidemment, les modèles de femmes qui peuvent être vus en croix, il y en a, mais sont voilà, essentiellement liés, comme je l'évoquais très vite, à la vie religieuse, au martyr du cloître et ainsi de suite, avec toute une série de déclinaisons possibles, mais pas à une situation comme celle qui est vécue par Vilgefortis, et pas surtout avec le type de dévotion qu'un personnage comme celui de Vilgefortis évoque. Et donc, si tu veux, ça dépend voilà. Et ce qui me frappait dans les actes Sanctorum, que j'essayais aussi de montrer, et pas seulement dans les actes Sanctorum et dans la Brabantia Mariana, c'est que Vilgefortis est là, et on lui donne beaucoup de place, alors que c'est une dévotion indéfendable. Et la raison qu'on va trouver indéfendable par rapport déjà disons, au rationalisme calviniste et protestant en général, hein, et donc, voilà, et aussi par rapport voilà, on arrive à la caser nulle part, hein, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, voilà, elle a plein de caractères. Voilà. Et donc, elle dérange plein de gens, mais en même temps, il faut lui donner une explication parce qu'elle est partout, justement. Et donc, il faut trouver, c'est ça du moins l'impression qui me donne, plus j'étudie tout ça, même si je partage le sentiment de l'auteur des actes, Sanctorum, quand il dit c'est un labyrinthe, parce qu'on se perd là-dedans, en effet. Je remercie Sylvia pour sa réponse. Je vois qu'il y a deux mains levées, Ingrid Falk et Pierre-Antoine Fabre. Je propose qu'on passe tout de suite à leurs questions. Ingrid. Oui, merci. Merci beaucoup Sylvia, c'était vraiment passionnant. Et en fait, ça tout ce que tu viens de dire sur Vilgefortz, ça m'amène à regarder avec un regard renouvelé une œuvre qui est bien connue, qui est le triptyque d'Adrien Reims de Memling à l'hôpital Saint-Jean, dans lequel Sainte Vilgefortz apparaît sur le revers des volets, en fait, aux côtés de Marie l'Égyptienne. Je ne sais pas si tu vois le triptyque. Oui, le triptyque, oui, mais... Et donc, en fait... c'est particulièrement, du coup, ça me questionne un peu sur ce tableau qui est un petit triptyque très vraisemblablement de dévotion privée, en fait, du frère de l'hôpital Saint-Jean à Bruges, en fait. Et donc, je me questionne, du coup, sur le choix de Vilgefortz pour un religieux, enfin, pour un frère, en fait. Je ne sais pas si... Enfin, je serais contente d'avoir ta réflexion, du coup... sur le sujet, est-ce que ça te paraît étonnant ou pas Mais tu vois, moi je crois vraiment que là, c'est pour ça que j'ai voulu absolument, j'ai tenu à faire ce focus sur
Bynum, oui, voilà, sur Jesus as Mother. Hein, parce que je crois vraiment que nous, on a plus, du moins moi, j'ai dû faire tout un travail sur moi en tant que chercheuse pour rentrer dans cette logique qui est mélangée. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas tellement. Walker Bynum, ce qu'il dit, c'est que quelque part, et notamment dans les Flandres, on va dire, hein, des béguinages, des béguines et des bégards, et ainsi de suite, hein, les deux, je dirais, le féminin faisait vraiment partie de ce qui était physique, mais ce n'est pas pour ça qu'elle excluait le masculin ni les hommes. Et ça, je le trouve très intéressant. Et donc, et ça parle. Et quelque part, on revient un peu, hein, c'est aussi ce que Jean-Pascal évoquait pour toute autre raison tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, même si ça... Voilà. Moi, je crois qu'il y a de la disciplinarisation. Peut-être pas dans les hautes sphères des théologiens, mais les gens sur le terrain, c'était pas facile, hein, ce qu'on te dit que tu dois faire et ça doit être ça. Ce qui me frappe, c'est que pour une longue durée, quand même, qui vient, d'après moi, de ce changement dans la théologie et dans les pratiques dévotionnelles du XIIe, XIIIe siècle et qui perdure du moins jusqu'au XVIIe, il y a un espace hybride, un vrai espace hybride, dans lequel hommes et femmes peuvent se retrouver leur vécu collectif et individuel, parce que ça, pour moi, c'est très important. Et quand je dis collectif, ça peut être communautaire, dans des figures qui sont hermaphrodites, qui sont à la fois hommes et femmes, parce que c'est le Christ qu'on cherche. Oui. Et c'est une femme qui me permet, la physicité d'une femme qui me permet d'apprivoiser le Christ, eh bien, très bien. Oui. Oui, c'est intéressant et donc ça me permet de rebondir sur un de mes chouchous qui est, tu sais bien, Henri Suzeau, qui justement oui. Sur la question des genres et le jeu entre le féminin et le masculin et aussi explose un peu toutes les catégories aussi et amène en fait finalement à questionner cette dichotomie aussi que je trouve parfois un peu caricaturale aussi, même chez Bynum en fait. Enfin, voilà, comme ça on aura parlé dessus, c'est bon, on peut cocher la case. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette discussion. Pierre-Antoine Fabre. Oui, merci Jacob. Oui, moi je voulais poser une question qui de manière peut-être à revenir aussi aux difficultés qu'Agnès exposait dans son introduction et peut-être aussi d'ailleurs à la mitoyenneté entre cette question de l'indétermination et celle du neutre. La question, c'est est-ce que Wilgefortz est indéterminée ou est-ce qu'elle est surdéterminée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle naît d'une certaine façon, est-ce qu'elle est qualifiable dans un rapport à une non-détermination ou au contraire dans un rapport à une surdétermination? Ce qui évidemment implique qu'elle soit au départ considérée, non pas ni comme homme ni comme femme, mais comme quelque chose qu'on pourrait appeler une personne, évidemment dans toute la complexité du mot personne, hein, comme on le sait, une personne qui serait surdéterminée comme femme et comme homme. Parce que en particulier dans tout le récit que tu as fait, Sylvia, elle devient homme, la personne devient homme pour protéger en quelque sorte et exalter sa féminité, puisque la barbe protège sa virginité. Donc le moment de l'indétermination, il me semble, à un moment de ta présentation, l'indétermination se trouve en quelque sorte subvertie, je dirais, par une autre notion qui serait celle de surdétermination, en imaginant effectivement à partir de là qu'il faut, pour que cette surdétermination vaille, non pas comme une surenchère d'une détermination, mais comme une pluralité de déterminations. Et là, le terme de surdétermination est évidemment d'un usage complexe, mais il me semble qu'à un moment donné, de la même manière que ce mot de neutralité est impossible, hein, est un truc impossible, comme disait Derrida,
parce que dès qu'on le laisse s'ébattre seul, il cesse d'être ni ceci ni cela pour devenir et ceci et cela. Et donc, d'où l'enjeu de toute la tradition phénoménologique de l'action, de la neutralisation, et non pas du mot de neutralité, du fait de neutralité. Donc, juste pour indiquer la mitoyenneté des deux problèmes, mais il me semble que dans ton exposé, finalement, l'indétermination, elle était à la fois au centre et constamment, en quelque sorte, menacée, finalement. C'est-à-dire qu'elle s'indétermine comme femme dans le moment même où elle devient barbue, mais quand elle devient barbue, elle entre dans une autre logique, me semble-t-il, qui n'est pas celle de l'indétermination, qui est celle de la surdétermination de la personne qu'est Wilgefortz. Donc, je voulais poser cette question un petit peu aussi pour le principe de la conceptualisation à laquelle on est attaché. Mais je crois qu'il y a un double, encore une fois, un peu comme par rapport à ce que Sergi demandait posait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce qui fait peur chez elle, à ceux qui doivent essayer de donner du sens, de donner un cadre, c'est le fait qu'elle soit indéterminée. Mais en réalité, si je trouve de plus en plus de ressemblances, des liens aussi avec le cas des Femminili, c'est justement parce que dans les deux cas, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire Wilgefortz reste femme, tout à fait femme, tout en ayant des attributs masculins, et notamment celui de la barbe, comme les Femminili se considèrent, c'est l'envers pour eux, ne veulent pas se changer, ne veulent pas changer d'un point de vue extérieur parce qu'ils gardent leur identité, mais que dans leur cas ne correspond pas à leur corps. Donc, c'est quelque chose, ils sont comme une sorte de chiasme. Hein. J'essaie depuis quelque temps maintenant de comprendre où sont les liens entre ces deux. C'est-à-dire, dans les deux cas, ils ne se considèrent pas indéterminés du tout. Eux. Sont les autres qui les considèrent indéterminés. Et eux, ils se considèrent quelque part quelque chose de complet. Et ce qui frappe à Naples, c'est que c'est parce, si les Femminili se considèrent ainsi, c'est parce que la société dont ils font partie les considère ainsi. Les autres, non. Ceux qui viennent de l'extérieur ne comprennent rien. C'est le regard des Américains qui débarquent à Naples. Non? C'est d'horreur et de divertissement en même temps. Mais par contre, pour ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire qui ont vécu avec eux, et pour moi, cette dimension communautaire de vie est très, très forte, ils ont ce sens oui, ils sont porteurs d'un sens d'accomplissement qui passe aussi par le fait de prendre quelques éléments, hein, des accessoires pour les Femminili et la barbe pour Wilgefortz, mais qui restent eux-mêmes au plus profond. Ouais. Oui, merci. Merci à Sylvia pour ses réponses et aux collègues pour leurs questions.